Bonjour à tous et bienvenue dans mon corps hockey. Aujourd'hui, on va parler de hockey pour le mois d'octobre. Il y a eu plusieurs surprises, beaucoup de déceptions, mais il est possible aussi qu'il y ait un début de changement pour certaines équipes, alors que pour d'autres, on dirait que ça va vraiment de mal en pire. Et reste à voir ce qui se passe à travers la Ligue nationale de hockey. Bien entendu, on va commencer avec le Canadien de Montréal, l'équipe qui est laquelle on parle le plus, bien entendu. Avec un début qui faisait réagir presque tout le monde. Le Canadien qui, pendant un certain temps, n'avait qu'une seule victoire contre les Sabres de Buffalo, le premier match qu'ils ont joué, alors que j'étais présent au Canada, chez mon père, que je regarde la game, puis les Canadiens se sont mis à gagner. Wow, super! Mais le match n'était pas si convaincant que ça, puis après, les Canadiens se sont plantés, puis plantés, puis plantés. À un certain point, le différentiel était à moins 20. Et récemment, le Canadien de Montréal ont réussi à remporter 3 matchs sur 4. Wow! Finalement, on réussit à respirer un peu plus. Mais aucun doute, ça fait un mauvais début de saison pour le Canadien de Montréal. Puis, il y a comme dans l'air un certain nuage de négativité en ce qui est du sport à Montréal. Et je m'explique, l'Impact n'a pas réussi à faire les séries. Les Alouettes, je regardais à un moment donné, on disait que la séquence de défaite était de 10 revers consécutifs pour les Alouettes. Les Alouettes, j'ai jamais vu ça depuis qu'ils sont revenus à Montréal. Et surtout quand on grandit avec dans l'ère d'Anthony Calvillo, puis même avant ça avec Pringle, celui qui faisait des rushs. Wow, j'ai jamais vu les Alouettes perdre 10 de suite. L'Impact qui fait pas les séries. Eugénie Bouchard qui fait absolument rien. On dirait que c'est difficile d'être un amateur de sport à Montréal. Puis là, on regarde les Canadiens de Montréal, puis bang! Début de saison vraiment lamentable. Mais heureusement pour les Canadiens, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, 3 victoires au cours des 4 derniers matchs. Mais il y a une petite bémol là-dessus. La bémol étant que je pose la question, lequel de ces équipes est-ce que le Canadien a réussi à gagner contre? Le premier, c'était contre les Sabres de Buffalo. Ils sont dans la cave dans l'Est. La deuxième équipe, c'était les Panthers à Floride. Les Canadiens sont à égalité avec les Panthers. Après ça, on a, je pense, les Rangers de New York. Puis la seule équipe qui a quand même de bonnes statistiques, mais qui devrait être revue à la baisse, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Alors, je me dis, qu'est-ce qui arrive quand le Canadien affronte des équipes qui sont bien nanties, bien organisées? Une équipe comme les Kings. 9 victoires pour les Kings. 2 d'entre elles contre le Canadien. 7 d'entre elles contre les autres équipes. Oublions les 2 matchs contre le Canadien. Les Kings, 7, 2 et 1. Il n'y a aucun doute que les Kings sont une équipe dominante. Et les Kings vraiment méritent de planter les Canadiens, puis les Canadiens n'ont jamais été dans le coup. On peut également mentionner les Ducks. Les Ducks, c'est une équipe qui joue pour 500. 13 points en 12 matchs. Les Ducks ont vaincu les Canadiens de Montréal aussi. Les Sharks de San Jose est 7 et 5, 14 points en 12 matchs. Et les Sharks ont vaincu les Canadiens assez facilement. Puis ça, oui, bien entendu, c'est des équipes de l'Ouest. Il faut prendre ça avec un certain grain de sel. Mais ça nous donne déjà une bonne idée de ce à quoi s'attendre du Canadien. Les Canadiens vont réussir à performer contre les petites équipes. Mais lorsque vient le temps de se prendre au sérieux contre les grosses équipes, les Canadiens risquent d'en arracher pas rien qu'à peu près. Et ça me fait peur pour le reste de la saison. Donc, les Canadiens, de les voir gagner, oui, ça fait du bien. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que le vent a tourné? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à encore plus de mauvais matchs de la part du Canadien de Montréal? Moi, je me tourne du côté négatif. Puis je continue de croire que les Canadiens sont grandement en manque d'un défenseur à caractère offensif, tel Markov ou même certain Sergachev, si vous vous en souvenez bien, qui est maintenant à Tampa Bay et qui score comme un dieu à la ligne bleue, qui pourrait bien être le prochain Carlson. Oh boy, ça fait mal. Ça fait très mal. D'un autre côté, là, je vais juste regarder les autres équipes. On va commencer avec la division métropolitaine. Déjà là, on voit une surprise, même 2 surprises. Les Devils du New Jersey en première place et les Islanders en 4e place. Je ne m'attendais pas à voir ni l'un ni l'autre dans le top 5.
Je m'attendais à ce que les deux soient dans les bas-fonds de la division. Donc, belle surprise pour les deux équipes. Les Devils, on pourrait peut-être parler d'une équipe en reconstruction accélérée, ce qui serait très bien pour l'équipe. Et surtout, ce serait bien pour un certain Schneider, le gardien de but qui a toujours bien performé à New Jersey. Puis voilà que l'équipe se met à gagner. Tant mieux pour lui. Surprise, surprise, avec les Penguins de Pittsburgh. Ils sont là où ils devraient être, mais un différentiel de moins 13. Mais qu'est-ce qui se passe à Pittsburgh? Je les ai vus là, perdre, là, mais pas juste perdre un petit peu, vraiment perdre d'aplomb. Ça m'étonne de voir ça. Les Sénateurs un peu plus, ont eu un revers comparable à Pittsburgh avec un revers de 8-3 contre les Canadiens. Mais voyons donc, moins 13 comme différentiel, une équipe comme les Penguins, ça n'a juste pas de bon sens. Ça marche pas, là. À part de ça, les Capitals de Washington, là, je veux bien croire que Washington a perdu plusieurs éléments, dont un certain Shattenkirk, mais ça demeure l'équipe à OV. Backstrom est toujours là, les éléments importants sont toujours en place. Pourquoi est-ce qu'on est incapable de jouer pour 500? 11 points seulement en 12 matchs. Pour les Capitals, c'est inacceptable. Les Rangers de New York, encore une fois, on a perdu un élément clé comme Derek Stepan, mais les Rangers ne manquent pas de ressources. Nash est toujours là. Lundqvist est toujours là. Stahl, McDonough, les gros joueurs sont toujours là. Alors, venez pas me dire que les Rangers sont incapables de gagner, mais qu'est-ce qui se passe avec les Rangers? Ça n'a pas de bon sens. Je regarde du côté de l'Atlantique. Bon, le Lightning sont là où ils devraient être. Et l'addition de Sergachev fait que le Lightning va être une équipe dure à battre du début à la fin de l'année. Aucun doute là-dessus. De l'autre côté, Drouin est un élément qu'on pouvait facilement se départir. Tellement qu'il y a du talent à l'attaque pour le Lightning de Tampa Bay, on peut se permettre de se départir d'un Drouin. Puis ça, ça va tout à l'avantage du Lightning parce que c'est pas n'importe quelle équipe qui peut se dire on peut se permettre de se départir d'un Drouin. D'un autre côté, bon, les Maple Leafs sont là où ils devraient être, à mon avis. Les Sénateurs, à mon avis, sont surévalués. Les Sénateurs, 5, 2 et 5. Ça, c'est le chiffre vraiment qui me fait peur. J'aime voir que du côté des défaites, on a assez limité le nombre de défaites en temps réglementaire. Mais il n'y a aucun doute, les Sénateurs doivent capitaliser beaucoup plus parce que 5 revers en sortant, oui, c'est bon parce qu'on obtient 1 point, mais on n'a pas besoin de 1 point, on a besoin de 2 points, on a besoin de plus. Et j'ai comme peur, surtout lorsqu'on a vu leur défaite face aux Canadiens, j'ai peur que les Sénateurs démontrent leur vraie couleur et qu'ils finissent par tomber et tomber, surtout avec les Bruins qui ont 2 matchs en main sur les Sénateurs, 3 matchs en main sur les Red Wings, et les Bruins, eux autres, ils vont être capables de gagner. Là, ça paraît pas trop avec 4-3 et 3, mais les Bruins ont encore des matchs en main, puis ça va à leur avantage. Juste 2 victoires de plus pour les Bruins, puis déjà là, ils rattrapent les Sénateurs d'Ottawa. Donc, il faut faire attention du côté d'Ottawa pour être capable de capitaliser sur nos chances de gagner. Les Red Wings, à ce moment-ci, ça m'étonne qu'ils jouent pour 500. Je ne m'attendais pas à ce que les Red Wings soient là. Je croyais vraiment que les Red Wings allaient se lancer dans un processus de reconstruction. Quoique ça n'a pas été formellement annoncé et qu'on voit les Red Wings continuer de croire et de faire leur possible pour pouvoir accéder aux séries. Et on l'a vu lors pas juste la pré-saison, mais durant la saison morte, les Red Wings ont fait presque aucun changement. Donc, du côté de Detroit, on croit être capable de faire les séries. Et j'ai comme l'impression que c'est ça à quoi on doit s'attendre. Une équipe qui va jouer pour 500. Mais je vois pas les Red Wings dominer particulièrement. Et je vois les Red Wings ne pas accéder dans le top 3 de leur division. Donc, si les Red Wings veulent faire les séries, ils doivent vraiment se tourner du côté du wild card, les équipes repêchées. Bon, les Panthers et les Sabres, aucune surprise là. Le Canadien, je me disais, ça ira pas bien. Mais je m'attendais pas à ce qu'il ait si bas que ça. Je m'attendais peut-être
ici ou ici, à la place des Bruins ou à la place des Panthers. Mais deuxième paix dans leur division, ça m'étonne oui et non d'une manière parce qu'il y a tellement de trous à Montréal. À la ligne bleue, ça nous prend un, voire même deux défenseurs à caractère offensif. Ça nous prend un joueur de centre de premier plan. Puis je regardais Sportsnet et on s'entendait pour dire Drouin est beaucoup plus efficace à l'aile gauche qu'il est au centre de ce que l'on voit en ce moment. Et on a toujours besoin d'un ailier droit de premier plan. Puis Hemsky, il n'y a aucun doute, il n'y a pas d'affaire là à Montréal. Reste à voir ce que les Canadiens vont être capables de faire. Je vais me tourner du côté de l'Ouest, de la division centrale. Deux grosses surprises. Les Blues et les Jets. Les Blues, 10 victoires, 21 points en 13 matchs, un différentiel de plus 14. Une équipe qui a perdu Shattenkirk et qui performe aussi bien, ça m'étonne vraiment beaucoup, mais je suis très content pour les Blues. Du côté des Jets de Winnipeg, ça faisait longtemps que je voulais les voir performer, puis on les voit là, 14 points en 11 matchs pour débuter la saison. Ça pourrait être clé pour les Jets afin de retourner en série. Ils ont fait les séries une fois depuis qu'ils sont de retour à Winnipeg. Je veux les voir faire des séries dès cette année. Et ils sont partis du bon pied et c'est de bon augure pour eux. Surtout lorsqu'on regarde une division qui semble être si performante. La compétition est haute, elle est forte. Parce que je regarde ça, 14 points pour Winnipeg, mais 14 points aussi pour Dallas, pour Chicago, 12 points pour le Colorado et Nashville. Il n'y a aucun doute, ça va être une division très, très difficile à performer contre les rivaux. Parce que je regarde ça, les Stars surtout. Les Stars, ça m'étonne. Je m'attends à beaucoup plus de la part des Stars, surtout avec l'arrivée de Radulov qui peut jouer en compagnie de Seguin, en compagnie de Spezza, en compagnie de Ben. Il y a beaucoup de potentiel à l'attaque pour Dallas. Chicago a fait un gros remue-ménage, on l'a vu. Chicago a les éléments pour performer, mais comme ça a été mentionné, Chicago, ils ont une faille, voire même plusieurs failles à la ligne bleue. Et on peut le voir, là, 14 points en 13 matchs, c'est OK. Plus 7 comme différentiel, c'est bon. Mais il n'y a aucun doute, les Blackhawks se doivent de mieux faire pour retourner en série et espérer au moins se rendre en deuxième ronde parce que je ne vois pas les Blackhawks aller remporter la Coupe Stanley aussi facilement. L'Avalanche, avec 12 points en 11 matchs, bon, on dirait que l'Avalanche finit par trouver un moyen de sortir du bas de leur division, mais ils doivent continuer et ils se doivent de performer encore mieux. Un différentiel égal, bon, je me dis que l'équipe va être capable de jouer pour 500, mais l'Avalanche, il faut vraiment qu'on sorte de la cave, puis je suis content qu'au moment où on se parle, ils soient dans cette position. 12 points puis un match en moins sur les Predators, donc il y a une possibilité de pouvoir prendre plus de points en main et surtout de pouvoir rattraper une équipe comme les Blackhawks et les Stars. C'est possible pour l'Avalanche, mais il va falloir vraiment se mettre à bien performer. Nashville, l'équipe élite à la ligne bleue, ça c'est inacceptable qu'ils se retrouvent dans une telle situation. Oui, on joue pour 500, mais il n'y a aucun doute pour Nashville, pour faire les séries puis espérer se rendre aussi loin qu'on l'a fait l'année passée. Il va falloir mieux faire. Rappelez-vous, l'année passée, Nashville a participé en série. Je pense qu'ils sont partis à partir de la 8e position. Donc, c'était une affaire de peut-être 1 ou 2 points, puis il aurait pu rater les séries. Il ne faut pas oublier ça, Nashville. Puis Minnesota, on joue pour 500, seulement 10 matchs de jouer, mais il n'y a aucun doute, Minnesota n'aime pas se voir au plancher ici dans leur division. Là, je me tourne du côté de la Pacifique. Grosse surprise, quelques belles surprises. Los Angeles de retour au sommet. Vegas, d'aller voir là, ça me surprend beaucoup, mais je me dis que le vent va tourner de bord assez fort. La raison est que Vegas se retrouve actuellement avec pas un, pas deux, mais 3 gardiens de but blessés. En plus que Shipachev, qui, lui, avec l'organisation de Vegas, ont décidé de
annuler le contrat et le joueur retourne en Russie. Et c'est comprenable parce que c'est pas un jeune joueur, c'est quelqu'un qui approche la trentaine et il veut jouer les grosses minutes. L'organisation lui donne pas ce qu'il veut. Puis c'est un gars qui est parti de la Russie avec sa famille pour se rendre en Amérique du Nord et performer. Et on lui donne pas la chance de performer. Donc, et c'est quand même un contrat de plusieurs millions qu'on lui a accordé. Puis qu'on ait juste brisé ça de même, vraiment, ça m'étonne. Et pourtant, on parlait de pouvoir l'échanger peut-être. Le dénouement, j'ai trouvé ça très, très surprenant. Et je m'attends à ce que Vegas, d'une manière ou d'une autre, finisse par être affecté. Pas juste un peu, mais beaucoup. Je m'attends à ce qu'il soit beaucoup affecté. San Jose, on parle beaucoup de la perte de Marleau, mais je trouve qu'il se débrouille très bien jusqu'à maintenant. En passant, avez-vous vu lorsque les Maple Leafs ont joué contre San Jose, ce que San Jose a fait pour Patrick Marleau, c'était beau. À part de ça, les Canucks de Vancouver, une autre surprise. Est-ce que quelqu'un aurait pu dire que Vancouver se retrouverait à leur position au moment présent? Je pense que personne n'aurait pu prédire ça. Et Anaheim, qui à peine joue pour 500. Calgary joue pour 500, mais il n'y a aucun doute que Calgary se doit de beaucoup mieux jouer. Commande Mike Smith, t'es capable, fais mieux que ça. Moins 5, non, ça marche pas, c'est pas acceptable à Calgary. Surtout avec l'addition, c'est quoi son nom? Le défenseur qui vient des Islanders de New York. Je m'excuse, je l'ai oublié, mais Calgary, sur papier, est meilleur que l'an passé. Et de voir ça ici, c'est pas normal. Il faut que les Flames jouent mieux que ça. Et voilà, finalement, les deux grosses déceptions. Premièrement, Edmonton, Draisaitl et McDavid, le duo hors pair qui, pourtant, ça marchait bien l'année passée, ça marche juste pas cette année, ça marche tellement pas, le coach les a séparés. Il va falloir que les Oilers retrouvent leur touche et très rapidement parce qu'au moment où on se parle, moins 12 de différentiel, 3 victoires en 11 matchs avec Mick Jesus, c'est pas comprenable, ça se peut pas. Et encore pire, c'est les Coyotes de l'Arizona dans la cave de la Ligue nationale avec une seule victoire. Et on se plaignait à Montréal qu'on avait une victoire en quelques matchs. On vient d'en gagner 3. On doit se considérer très chanceux parce que ça pourrait être pire. Ça pourrait être les Coyotes de l'Arizona. Une victoire seulement. Différentiel de moins 23. Les Canadiens qui ont passé de moins 20 à moins 14. Ça va vraiment mal pour l'Arizona. Je commence à me poser la question, est-ce que ça a été une grave erreur de laisser partir Mike Smith? Et pourtant, avec tous les jeunes joueurs qui ont en Arizona, on se doit de voir des moments prometteurs, des flamèches pour un futur glorieux en Arizona. Mais je vois pas ça se produire malheureusement. Et pour les Coyotes, ça va faire mal. Puis ça fait déjà mal. Puis j'ai peur que les jeunes finissent par abandonner. J'ai peur que l'organisation ait déjà lancé la serviette. Et ça, c'est la différence entre une bonne équipe et une mauvaise équipe. La bonne équipe, je vais faire référence aux Maple Leafs de Toronto et à Mike Babcock. L'équipe est jeune, elle est performante. Mais voici ce qui s'est passé. Récemment, les Maple Leafs, on sait qu'ils sont capables de gagner. On sait qu'on est capable de marquer des buts. Et les Maple Leafs ont perdu, je pense qu'ils ont perdu 1 ou 2 matchs. Et Mike Babcock a pas été du lot de la main pour dire sa façon de penser devant les médias, ce qui pensait de ces jeunes joueurs. C'est pas parce que vous êtes capable de marquer que vous devez accepter la défaite. Ça, c'est ce que Mike Babcock a dit en quelques mots. Donc, Babcock refuse la défaite, puis il passe un message puis une bonne douche froide à ces jeunes joueurs. Juste pour leur dire que vous soyez capable de marquer, ça veut rien dire. Une défaite, c'est inacceptable. Et ça, c'est la différence entre les Maple Leafs et les Coyotes, de ce que j'observe en ce moment. Et après avoir vu ça, je suis très content que Mike Babcock ait dit de telles choses. Je suis content qu'il se soit montré. Et je suis content que Babcock ait son rôle à Toronto. C'est pour ça qu'on l'a amené aussi. Là. Donc, juste pour vous dire, c'est ça la différence entre une équipe de qualité et une équipe qui risque de se rendre nulle part.
Néanmoins, c'est ce que j'avais à dire au niveau des surprises, des belles surprises, les mauvaises surprises. Est-ce que le vent va changer de bord pour certaines équipes? Je m'attends à ce que ça se produise pour une équipe comme les Capitals de Washington. Pour les Canadiens, un changement mineur. Je m'attends à un changement majeur à Boston. Je m'attends à des changements majeurs, surtout à Chicago, Dallas, malgré leur belle performance, ils devraient mieux faire. Nashville se doit de mieux faire. Minnesota va faire mieux, je suis sûr. Ben, ils ont tout intérêt. Ici, je m'attends à ce que Calgary et Edmonton font beaucoup mieux que ça. L'Arizona devrait mieux faire. Je m'attends également à ce que Vegas fasse moins bien, surtout avec ce que j'ai mentionné du côté gardien de but. Saint-Louis, Winnipeg, est-ce qu'on va avoir... est-ce qu'il va y avoir un ralentissement? J'espère que non. Va-t-il y avoir des ralentissements du côté d'Ottawa? Je m'attends à un gros ralentissement de la part d'Ottawa. Eric Carlson, moins 6 à Montréal. Puis dans les réseaux anglais, on disait que les jambes étaient peut-être finies pour Carlson. Ça fait pas juste un match, mais ça fait quelques matchs que Carlson semble avoir de la difficulté avec ses jambes. Où c'est qu'on a entendu ça? On n'avait pas entendu ça de la part d'un certain Markov à Montréal. Anyway, Ottawa, ça pourrait faire pas mal plus dur que ce qu'on voit en ce moment. Puis quoi d'autre? Les Islanders pourraient ralentir. Les Devils seront-ils capables de maintenir le cap? J'ai des doutes, mais je leur souhaite de bien performer néanmoins. C'est ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi des commentaires. Donnez-moi vos prédictions et on s'en reparle un peu plus tard.